Et voilà, la vidéo donc de En Tribune, c'est vraiment trop bien. Ça parle du sport rural c'est trop cool parce que c'est vrai que moi, c'est le sport dans lequel j'ai grandi. C'est vraiment ce type de structure, ce type de problématique. Et j'étais trop heureux que quelqu'un en parle parce que c'est un sujet qui est un peu, comment dire, un peu laissé de côté et c'est un peu un non-dit, quoi. C'est un non-sujet. Et donc, je trouvais ça cool de parler du sport dans la campagne parce que moi, ça a vraiment été ma configuration. Donc, j'en suis vraiment très content. Donc, le travail est banger. Campagne. On se trompe sur comment on les définit, on se trompe sur leur population, mais aussi sur leurs traditions ou sur leurs pratiques sportives. Vous êtes nombreux comme moi, je pense, à avoir des origines rurales. Et quand on revient à la campagne, il y a un écart énorme entre ce qu'on voit à la télé et la réalité du terrain. Tellement de clichés qui ne semblent pas coller à la réalité. Du coup, j'ai voulu enquêter en me concentrant sur les pratiques sportives. C'est parti pour cette petite aventure à travers les ruralités de France. On va aller découvrir plusieurs disciplines et je suis certain qu'il y en a au moins une que vous ne connaissez pas. Bon, j'espère que vous aimez les cartes et les statistiques parce qu'on va s'en servir pour analyser les caractéristiques du sport rural et ses différences avec la ville. Parce qu'à force de mauvaise représentation, on oublierait presque ces territoires et certains sports seraient peut-être en danger. Ah, ça fait plaisir. Oh, le CNC qui soutient En Tribune, ça fait plaisir, bravo. Bravo le CNC. Parce que vraiment, c'est une chaîne tellement qualitative, ça fait plaisir. Bravo, très beau choix le CNC. Avant de revenir sur les clichés du sport rural, il faut d'abord définir la ruralité. Qu'est-ce que c'est que la Vous avez ruralité ? sûrement plein d'images en tête, un village avec ses petites maisons, son église et sa mairie, mais bien sûr des champs et toujours des champs. C'est la ruralité idéalisée, celle que l'on voit dans les pubs de lait, où tout le monde est heureux. C'est souvent une perception créée justement par des citadins, et même depuis quelques années par des marques étrangères qui veulent se donner une approche locale. Mais peut-être qu'au contraire, vous avez une version très pessimiste. Un village abandonné situé dans la fameuse diagonale du vide, qui faisait un peu peur en cours de géo, un terrain de foot miné par les trous, des transports qui ne font que passer, et des fermiers agressifs avec des fourches qui vous poursuivent. Oui, bon, abuse. Bref, vous en doutez, la réalité est dans un entre-deux et va dépendre du contexte. Alors là, je voulais comparer le sport dans les milieux ruraux et urbains, mais ça demande de se poser la question, c'est quoi la ruralité ? Vous là, c'est quoi votre définition ? Est-ce que c'est lié à un type de paysage ? La ruralité, pour moi, c'est... Alors moi, il me semble, quand j'étais en cours de géographie à la fac, il me semble que la définition que nous en avions, c'était une continuité dans le bâti. Effectivement, on définissait en tout cas un aire urbain par la continuité dans le bâti, et donc du coup, tout ce qui était en dehors de cette continuité était un aire rural, si je peux me permettre, bien sûr. Mais en vrai, non, moi, la ruralité, je dirais que c'est des villes en dessous de 6000 habitants, quoi. Pour moi, c'est ça, la ruralité. À une forme d'architecture 5000 habitants. ou aux personnes qu'on y rencontre, peut-être ? C'est important d'avoir une définition claire pour suivre des mesures, par exemple. Si l'État veut mettre 100 millions dans le développement du sport à la campagne, il faut bien savoir ce que l'on prend. Donc, petit point vocabulaire. Jusque dans les années 90, c'était le mot campagne qui était omniprésent. Puis c'est le terme de ruralité qui s'est développé pour s'éloigner de la connotation agricole. On verra un peu plus tard pourquoi. Maintenant, les politiques parlent de la France des territoires. On va aussi souvent parler de la France du terroir dans les pubs. Je vous mets quelques liens sur Insta si vous La France du terroir, bien sûr. voulez aller plus loin. Vous allez rire, mais jusqu'en 2021, la ruralité n'existait pas. Enfin, en tout cas dans les textes. Les instances avaient une définition pour la ville, pour l'urbain, et le rural, c'était tout le reste. C'est un peu violent de définir quelque chose par tout ce qu'il n'est pas. Peut-être que ça vous parle personnellement. Pour trouver le rural, il fallait d'abord comprendre l'urbain. Alors, quelle est la part de Français qui vivent à la campagne selon vous ? Ce chiffre, vous en doutez, il a beaucoup bougé, mais il a surtout évolué avec la définition officielle de l'INSEE qui est très débattue. À partir de 1954, étaient en ville les constructions distantes de moins de 200 mètres. Allez, voilà ce que j'avais dit. Bim, la continuité du bâti, allez. Au moins 2000 habitants. Le reste, c'était rural. Initialement, Ah ouais, au-dessus de 2000 habitants, ah oui, d'accord. une ville était urbaine ou rurale en fonction de la densité de son bâti, si on veut simplifier. Il y avait 29 000 communes rurales et 24% de la population. En 2010, il y a une autre tentative qui va embrouiller du monde. L'INSEE va définir les aires urbaines, un ensemble de pôles qui accueillent au moins 1500 emplois. Le reste du territoire, à savoir 20% des communes et 5% de la population, sera souvent interprété comme rural. C'est peut-être ce que vous avez appris à l'école. Cette tentative a été qualifiée de meurtre géographique par des géographes. Finalement, c'est qu'en 2021, il y a 5 ans donc, que les ruraux ont eu le droit à leur propre définition, et non une définition par opposition.
C'est le critère de densité de population qui a été retenu. Ah. Pour chaque commune, un nombre d'habitants au kilomètre carré est défini. Les densités les plus faibles sont considérées comme rurales. Maintenant, en Ah 2026, on considère que 88% des communes sont rurales, soit Ah oui, d'accord. Ah, quand même. Oui, on est plutôt dans un pays rural, disons-nous. Nous le dirons comme ça. Ah oui, selon cette définition, effectivement, nous sommes dans un pays plutôt rural. un tiers de la population. C'est assez énorme en fait. Alors on peut aussi se poser la question, c'est quoi le sport rural? Il y a deux approches. L'approche culturelle des Anglais, tournée autour des sports traditionnels et locaux, dont voici quelques exemples. Haggis hurling, cheese rolling, bog snorkeling, boot throwing, Il lit aussi beaucoup Le boat throwing. Bah, en Bretagne aussi, on a notre petit truc, on a le crachat de bigorneau. Aussi, par sport exemple. ruraux et chasse. La seconde approche est géographique, c'est tout bêtement toute pratique sportive effectuée en ruralité. C'est l'approche que j'ai décidé de garder. Reprenons notre village, qu'il soit dans la forêt, au bord de l'eau ou à la montagne. Tous ces environnements sont si divers. Pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose qui les unit et qui va les unir dans leur pratique sportive. J'essaie de mettre des mots sur ce ressenti en repartant de la notion de densité. Et j'ai trouvé des choses assez surprenantes. Voici deux cartes. La première, on l'a déjà vue, ce sont nos communes rurales. Sur la seconde, on retrouve le taux d'équipement sportif par habitant. En gros, combien il y a d'infrastructures sportives de disponibles pour 10 000 habitants. A priori, on aurait pu se dire qu'en ville, les urbains vont avoir plus d'équipements. Ils ont des gymnases, des skateparks, des salles de muscu, Bah etc. oui, ils ont tout. Mais au contraire, on a l'impression que les ruraux ont bien plus d'équipements que les urbains. C'est la Lozère, le Cantal et l'Aveyron qui ressortent. Bah, en même temps, oui, bien sûr. En même temps, on peut dire que l'Aveyron, Cantal, Lozère, bien sûr, centre du sport en France, poumon du sport français. Pas forcément connus pour leurs infrastructures, désolé. On voit aussi les massifs des Alpes et des Pyrénées. Bien sûr. Si on zoome sur la Bretagne... Yes c'est pas- Yes Il a parlé de nous, putain, pardon. Excusez-moi, je me calme un petit peu. Pardon. Dans sa banlieue que ce taux est le plus élevé, mais dans le centre Bretagne. Ceux qui sont du coin savent Eh que oui, bien sûr. c'est pas la partie la plus dynamique de la région. Ah, ça c'est Et au final, sûr. Ça c'est sûr que ici, là, c'est pas le point le plus dynamique de la région. Ça c'est sûr. J'ai trouvé qu'il y a 20 fois plus d'équipements par habitant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et c'est paradoxal, non? Autour de moi, là, j'ai pas l'impression que l'offre sportive me submerge. Il y a plusieurs explications. Déjà, les zones qu'on a citées sont peu peuplées, donc forcément notre ratio va rester élevé. Chaque équipement va peser plus lourd. Mais il fallait creuser un peu plus. Les équipements en milieu ruraux, ils sont quand même différents. On va prendre l'exemple des terrains de foot et de rugby. J'ai fait une première carte avec tous les terrains de France. Pour la rendre intéressante, j'ai calculé pour chaque point du territoire la distance à parcourir pour rejoindre un terrain. Bon, ma carte, elle a l'air un peu malade, mais elle a fait cracher plusieurs fois mon ordi, donc profitez-en quand même si vous Ouais, voulez. tout ça. J'ai fait le même exercice pour les piscines. On voit que c'est hyper commun de faire plus de 20 km pour nager. C'est la différence entre Oh, les waouh. équipements de proximité et les équipements rayonnants. Ça Bon, palpe, ça va hein, aussi. le Sud Finistère pour les piscines. Il y a de la piscine en Sud Finistère. Hein. Enfin, Sud Bretagne, là. Il y a de la pistoche. Kilomètres pour nager. C'est la différence entre les équipements de proximité et les équipements rayonnants. Bon, ça doit vous sembler évident, tous les villages ne peuvent pas avoir de piscine évidemment, mais une nouvelle fois, c'est pas un problème de quantité. Au global, il y a 30 fois plus de terrains de foot par habitant dans les milieux ruraux, mais il y a aussi 8 fois plus de piscines que dans les milieux urbains. Le gros problème, ce sont les distances. Les habitants sont si diffus dans la ruralité que même avec beaucoup plus d'équipements, l'accessibilité au sport est bien plus complexe. J'ai trouvé cet article de SoFoot qui illustre cet enjeu d'une autre manière. Ils ont cherché le point Nemo, en géographie c'est le point le plus éloigné de tout. Ici c'est la ville la plus éloignée de tous les clubs professionnels. Ah, c'est intéressant. Cet éloignement et ce manque d'équipement va forcément impacter les pratiques. Des études montrent qu'il y a jusqu'à 3 fois plus de chances de pratiquer un sport quand on se situe à moins de 20 minutes du lieu de pratique. Donc soit on rapproche ces équipements des gens, on verra comment plus tard, soit on rend la mobilité rurale plus simple, et là c'est un tout autre problème. Vous pratiquez du sport régulièrement dans le chat? Et si oui, vous mettez combien de temps à aller à votre... Enfin, déjà, quel sport et à combien de temps vous êtes de votre salle, de votre lieu de pratique sportive? Genre salle de sport, gymnase, piscine, 15 minutes badminton, muscu à 100 mètres, boxe 30 minutes à pied. 30 minutes à pied, c'est solide. Hein. Allez, faire 30 minutes à pied, foot 30 minutes. J'avoue que moi, au-dessus de 20 minutes, ça commence à me gonfler quand même. Musculation 10 minutes, sambo 2 minutes, padel 10 minutes. Natation 10 minutes de foot US, 45 minutes en voiture. Ah, foot US 45 minutes en voiture. Oh waouh. Sondage temps de trajet. Ouais, très bonne question. On va faire un sondage sur le temps de trajet, des gens pour aller au sport. C'est pas mal ça. Tapis de course à la maison, bah ouais, ça fonctionne. Hein. Running, j'ouvre la porte. Ah ouais, bah moi aussi, ça va courir en ce moment. Running, piste à 15 minutes en vélo ou 25 minutes en courant. Ok.
0 minutes vélo et muscu chez moi parce que je déteste me déplacer pour l'accès à l'équipement. Bah ouais, c'est clair. Puis après, ça dépend aussi. Moi, c'est vrai que moi, j'avais la chance quand j'étais en Bretagne, mine de rien, mes parents m'amenaient à mes entraînements de judo, entraînements de foot. Donc, ouais, à chaque fois, c'était le déplacement et c'était tes parents, ils sont obligés de t'emmener, quoi. J'allume la télé. Et oui, bien sûr. Ça dépend des sports. Je m'intéressais au rugby, mais il y a autour de chez moi, mais il y a rien autour de chez moi. Ouais, c'est ça aussi qui est compliqué. Je suis un peu, moi aussi, tu vois, quand j'étais enfant, j'aurais bien aimé faire du rugby, mais la réalité, c'est que les clubs étaient loin, quoi. C'était à 35 minutes, 40 minutes en voiture. Et mes parents étaient en mode, oui, je vais me fader 40 minutes de voiture pour t'emmener à ton entraînement. Bien sûr, bien sûr. Personne n'a fait le sport de chambre, le chat est solide. C'est vrai, ouais, sors de chambre, je vais dans ma chambre et c'est bon. Et bien sûr. Vous êtes et on vous met un petit sondage. Moins de 15 minutes à pied, 15 à 30 minutes à pied, moins de 15 minutes en voiture, 15-30 minutes en voiture et plus de 30 minutes en voiture. N'hésitez pas à voter, bien sûr. On vous met le sondage. Combien de temps vous êtes de votre lieu de pratique sportive? Mais c'est vrai qu'il y a un peu une barrière mentale du 30 minutes. C'est vrai que quand tu commences à faire plus de 30 minutes pour aller à un lieu pour faire du sport régulièrement, ça fait quand même 1 heure aller-retour. Tu vois, ça commence à causer, quoi. Je trouve que ça commence à causer. Et même parfois, les clubs de rugby dans l'Ouest, ça ressemble beaucoup pour former une équipe complète. Oui, moi aussi, j'ai eu ça avec le foot. Moi, j'étais pas dans un club de foot en particulier, j'étais dans une entente de plusieurs clubs de la Pointe Finistère parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de jeunes pour pouvoir remplir un club. Et donc, du coup, pour les jeunes, on était une entente. On avait des horribles maillots orange. Ouais, on est plutôt 15 minutes en voiture, 15-30 minutes en voiture. Ouais, c'est ça. Plus de 30 minutes en voiture, c'est vrai que ça devient rare quand même. Concrètement, notre envie de faire un sport peut venir de nos parents, de nos potes ou d'un événement qu'on a vu à la télé. Mais il faut faire face à la réalité. Dans notre village, il n'y a qu'un terrain de boule plus utilisé depuis que René est parti. Il y a aussi un terrain de foot avec ses 2 buts que la mairie peine à entretenir. On fait quoi alors? Premier choix, rejoindre le seul club de la commune. Souvent c'est du foot, mais ça peut être aussi du rugby. Pas mal pour être avec les copains. Mais si on a peur ou si on n'aime pas les ballons, on peut pratiquer seul ou avec nos potes loin du monde associatif. Aller faire du vélo, du skate, courir dans la forêt, peut-être grimper en fonction d'où on est. Pratiquer seul, en milieu rural, ça peut générer beaucoup de solitude. Faire son vélo tard le soir au milieu des champs, loin de ses potes, seul avec sa musique. POV, je suis jeune en Finlande et je fais du ski de fond tout seul pour rentrer chez moi après l'école. Je suis finlandais ou norvégien. Le plus souvent, la solution, c'est de faire des kilomètres. Aller au village d'à côté ou à la grande ville plus loin pour faire le sport dont on rêve. C'est le gros enjeu des milieux ruraux, la mobilité. Si on a un peu, voire beaucoup de chance, il y a un bus qui passe à des horaires qui nous arrangent et qui... Non, je plaisante. Évidemment, si on a vraiment de la chance, on a de la famille ou des proches qui nous emmènent, qui poireautent pendant qu'on tape dans un ballon, parfois sous la pluie, puis qui nous ramènent chez nous. Enfin, on a l'âge de faire du vélo, d'avoir un scoot et finalement une voiture pour progressivement s'émanciper. Bref, la campagne, c'est souvent une problématique de kilomètres. Et si je dois schématiser à gros traits, parfois on doit choisir entre faire du foot ou faire des kilomètres. Bon, et le foot justement. Comment parler des milieux ruraux sans parler du sport aux plus de 2 millions de licenciés? Pour cette vidéo, j'ai voulu sortir un peu de mon bureau pour aller à la rencontre de bénévoles et de pratiquants. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai de la famille qui était agriculteur. Moi, c'était mes grands-parents. On m'a même dit que c'est mon grand-père qui avait créé le terrain de foot du village en transformant en champ. Du coup, j'ai voulu y aller pour enquêter. Lui, c'est Jean-Louis, bien sûr. d'un club rural depuis bien sûr, mon Jean-Louis. Ensemble, on a évoqué les particularités du sport rural et comment lui, il s'y est mis. J'ai connu l'ancienne génération. Putain. C'est-à-dire, c'était la... Putain, mais mon Jean-Louis, mais mon Jean-Louis, t'es plus vu que le football. Toi, mon Jean-Louis, t'as vu les premiers matchs de foot, toi? Toi, t'étais les matchs de foot, on n'était pas sûr de vouloir pas utiliser les mains. On se disait peut-être qu'on allait peut-être... Bah ouais, mon Jean-Louis. Ah ouais, t'as connu la grande époque. L'époque où tout était pas codifié, on pouvait encore mettre des gros nions dans la gueule. J'ai connu l'ancienne génération. Ah oui. C'est-à-dire, c'était la génération d'agriculteurs et tout ça. Ils n'étaient pas contre le foot, mais ils n'étaient pas pour, quoi. Je veux dire, le sport, pour eux, ça comptait pas. Ah, tu m'étonnes, je passe ta journée dans le champ. Tout le monde agricole comme ça, mais beaucoup. Parce qu'ils n'avaient pas le temps Ouais, parce qu'ils n'avaient pas le temps, c'était pas leur truc. Oui.
Pendant très longtemps, le sport, et notamment à la fin du 19e siècle et début du 20e, c'était un truc qui était vraiment réservé plutôt à une élite. C'était plutôt les élites qui faisaient du sport parce qu'elles avaient le temps de le faire et parce que le monde agricole ou même le monde ouvrier aussi, quand t'es dans une société où tu travailles 12 heures par jour, c'est sûr que d'aller faire du sport à côté, c'est quand même pas évident. Donc on va dire que le sport amateur, et d'ailleurs amateur, il en porte le nom parce qu'il était surtout bourgeois, c'était quand même quelque chose qui a existé jusqu'à début du XXe siècle, quoi. L'un des meilleurs exemples de ça, c'est les Jeux Olympiques, créés par le baron Pierre de Coubertin, qui voulait créer une compétition d'amateurs, créer une compétition pour l'amateurisme, pour éviter le sport professionnel. Le sport professionnel qui, évidemment, l'un de ses grands défauts, permettait aux ouvriers de venir faire du sport le week-end. Et d'ailleurs, c'est ce sport amateur-là c'est ce sport professionnel qui, du coup, a même créé une scission à l'époque entre le rugby à 13 et le rugby à 15. Le rugby à 15 voulant rester amateur, et c'était un sport, parce qu'en fait, la plupart des bourgeois du sud de l'Angleterre ne voulaient pas jouer face à des ouvriers. Ils trouvaient ça injuste que les mecs soient payés. Oui, mais on n'a pas le choix de les payer parce que sinon, ils perdent des jours de travail. Et s'ils perdent des jours de travail, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Donc, on est obligé de les payer pour qu'ils puissent aller jouer leur match, quoi. Merci beaucoup, madame. Merci pour le 59e mois. Bonne année. Le début, c'est difficile de faire admettre que il faut faire du sport, quoi. Surtout dans un petit village, quoi. Moi, j'ai mes parents qui étaient fermiers, et j'étais obligé d'aller nettoyer les vaches avant d'aller au foot à 8h du matin. Alors je me levais plus de bonne heure le dimanche, où je disais à ma sœur ou à mon frère, allez, fais ça à ma place, quoi. Parce que mes parents, ils comprenaient pas que j'allais faire du foot. C'était un autre monde, quoi. C'est un autre monde, ouais. C'est un peu le monde... Oui, pendant longtemps, ruralité rimait exclusivement avec agriculture. Et quand tu passes 12 heures par jour à t'occuper des bêtes, c'est clair que le sport, le foot, ça n'a pas trop d'intérêt. Aujourd'hui, le monde agricole et la ruralité ont bien évolué. Donc là, ça fait 47 ans que tu es président. Ouais. Qu'est-ce qui a évolué Globalement, la mentalité, quand même. Il y a de plus en plus de distractions à la campagne. Avant, le gamin, je te dis qu'il ne faisait pas de foot, il ne faisait rien. Il ne faisait rien en sport. Il n'y avait pas d'association pour chanter pour les vieux. À la limite, il n'y avait rien. Là, ils se réunissent tous les jeudis, mais avant, ça n'existait pas. Parce que les vieux, il n'y en avait pas, donc tu m'étonnes, il n'y avait pas d'assaut pour les vieux. Si, tu avais l'assaut des anciens combattants, quoi. C'est pas, quoi, je veux dire. Mais c'est important pour un village d'avoir... Et dites-vous que Jean-Louis, il paraît vieux comme ça. Mais vous savez que c'est un joueur de fléchettes, Jean-Louis. Et en réalité, il n'a que 18 ans. Et oui, c'est un joueur de fléchettes et il a que 18 ans dans l'arc des joueurs de fléchettes. C'est ça, la réalité. Il est 18 ans, tout juste majeur, la vie s'ouvre à lui, il commence tout juste. Oui, c'est ça, c'est un rookie. De distraction à la campagne. Avant, le gamin, je te dis qu'il faisait pas de foot. Oui, parce que imaginez, Luc Littler. Quand tu compares à Luc Littler, il est pas beaucoup plus vieux, notre Jean-Louis, pas beaucoup moins en forme, quoi. Luc Littler, 17 ans. Désolé, mais Jean-Louis, pas beaucoup moins en forme que lui. Rien. Il faisait rien en sport. Il n'y avait pas d'association pour chanter pour les vieux. À la limite, il n'y avait rien. Là, ils se réunissent tous les jeudis, mais... Maintenant, les vieux, ils se réunissent tous les jeudis. Ça n'existait pas, quoi, je veux dire. Mais c'est important pour un village d'avoir une équipe, parce que sinon, il n'y a plus de vie dans un village. Là, il y a une petite altercation pendant le match, ça nous a un peu coupé. T'as vu le début, non l'altercation. Jean-Louis, il a eu envie d'aller, là. Jean-Louis, il a hésité, il a voulu y aller. Et en plus, c'est les clubs du coin, C'est pas beau. On va laisser les choses s'apaiser, on reviendra parler avec Jean-Louis. Vas-y Jean-Louis, mets ton grain de sel. Parce que le foot est bien central dans les villages, mais il faut pas oublier une autre caractéristique majeure des espaces ruraux, c'est la facilité d'accès à la nature. Forcément, ça va orienter la pratique des habitants. Ça, c'est sûr. Dans les espaces ruraux, la nature, c'est pas juste un décor, c'est une véritable infrastructure à ciel ouvert. Les chemins deviennent des pistes de VTT, les collines des terrains de trail, et les montagnes sont des pistes.
Cette proximité permanente avec le milieu rural change profondément la relation au sport. Ici, on pratique sans contrainte, sans horaire, sans réservation de créneaux. Ok, il faut faire avec la pluie, la nuit et parfois les animaux. La pratique rurale donne une plus grande liberté. On peut s'y retrouver seul ou entre amis dans un cadre apaisant. On est au contact direct de son environnement. Moins de contraintes, moins de stress. Évidemment, C'est vrai on que peut pour le aller courir représenter. quand t'es en Bretagne, quand t'es dans un milieu rural, pardon, c'est vraiment très agréable, quoi. J'ai fait une carte avec toutes les forêts de France, toutes les rivières et plein d'eau aussi. L'immense majorité est dans les espaces ruraux. Eh oui, Il y a plein j'entends de ce que tu disciplines dis. qui vont s'appuyer sur cette nature. Je suis allé creuser le sujet avec Lucas qui a créé un club de course d'orientation. La vie de ta mère, Lucas. T'es le GOAT. Putain, ouais, il fait de la CO, quoi. De la course d'orientation. Putain, mais Lucas, t'es ce genre de légende, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Alors ici, on a le parc. Putain, mais la course d'orientation, mais j'étais... Sachez que vous avez en face de vous, mesdames et messieurs, un champion départemental de course d'orientation en UNSS. Voilà. C'est juste mon sport. C'est juste mon sport, en fait. Cours qui est représenté ici par les petits ronds qui sont violets ici. L'objectif c'est donc de le faire dans l'ordre. Et pour Champion ça, il y a du plusieurs Finistère. éléments qui peuvent nous aider. On va retrouver tout ce qui est chemin, ici en pointillé noir. Et il y a aussi d'autres indications, par exemple comme la densité de végétation. Quand c'est blanc, c'est de la végétation qui est peu dense, Ouais, qu'on ouais, peut mais traverser ouais, très mais facilement. Et plus sévère comme Et là ouais, par plus exemple. c'est vert, plus c'est dense, plus tu vas y laisser les mollets. Puis tu te dis, mais merde, j'aurais dû y aller en jogging. Parce que là, du coup, maintenant, j'ai les griffures. Parce que j'ai les orties. Oh putain, il m'est arrivé un truc aussi. Il m'est arrivé un truc. Alors, en ce moment, je vais courir. Et je ne sais pas si ça vous... Ah ouais, et oui, je parle de ça. Allez, j'y suis. Allez, pas pourquoi j'ai lancé cette histoire, mais on y va. Allez. En ce moment, je cours. Je prépare une course, etc. en ce moment, donc je cours beaucoup. Je suis allé courir même pendant mes vacances. Et je ne sais pas pour s'il y en a qui font du running ici, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup tendance, quand je suis en course à pied, à vouloir chier. Voilà, j'ai envie de faire caca. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est une envie, j'ai régulièrement une envie pressante. Et sauf que des fois, j'arrive à me retenir. Voilà, je me dis allez, c'est bon. Allez, on se concentre et ça va le faire. Il reste que 10 minutes, quoi, tu vois. Donc c'est ok. Et à un moment donné, c'est une sortie d'1 heure et je suis avec Juliette d'ailleurs, on sort tous les deux. Et il reste 30 minutes de course. Et là, je suis en mode, ça fait déjà 15 minutes que j'essaie de me retenir et là, je suis en mode, c'est intenable. Mais tu sais, là, tu sens qu'à chaque foulée supplémentaire, ton corps te dit, il faut que tu expulses, il faut que tu sortes tout ce que tu as. Du coup, je suis en mode, non, là, il faut que j'y aille. Donc là, je dis à Juliette, juste 2 secondes. Là, je trouve un buisson rapide, mais tu sais, un buisson, je suis au bord d'une route en Bretagne. Hop, vite fait, je trouve un petit buisson, un petit peu sur le téco, comme ça, je me baisse. Sauf que c'est dans un talus. Et je me dis, oh là là, l'enfer. Bon, bref. Et sauf que je me dis, je suis un peu en déséquilibre. Alors, je peux pas vous refaire la scène, mais je suis un peu en déséquilibre. Du coup, je me dis que je vais choper une petite touffe d'herbe, tu vois. Du coup, je chope une petite touffe d'herbe devant qui me permet de garder une forme un peu d'appui, un peu instable. Mais bon, je sais que c'est qu'une touffe d'herbe, donc je peux pas me permettre d'y mettre tout mon poids, quoi. Et je fais ce que j'ai à faire. Ça se passe bien. Nickel. Et là, pour me redresser, je mets trop de confiance dans la touffe d'herbe. Je tire. Et là, la touffe d'herbe cède, évidemment, sous mon poids. Et là, je tombe en arrière. Pas dans ma merde, heureusement. Et là, je sens quelques piqûres venir érafler mon doux séant. Et là, je viens de me rendre compte que je viens de m'asseoir dans un bouquet d'orties. Une douleur. Mon cul dans les orties. Abominable moment. Le cul dans les orties. Je suis reparti à une vitesse. Je peux te dire, j'ai même pas pris le temps de tout remonter. J'étais en allez, on y va. Allez. Hop, je me suis mis 2-3 fessées là. Allez, on est parti. Donc, donc évidemment, donc c'était sublime. Je suis rentré chez moi, j'avais le cul rouge, j'ai eu mal je l'ai senti toute la nuit. Bref, c'était délicieux. C'était délicieux. C'était un grand moment de malaise. Et surtout qu'il faut imaginer que pendant ce temps-là, je suis un petit peu caché dans le buisson avec des voitures qui passent.
Et en fait, je suis dans une sorte de virage. Et à chaque fois, je suis en putain, j'espère que les voitures me voient pas. Mais la gueule du gars, j'étais vraiment genre accroupi là. Bref, sublimissime. Donc voilà, trace du pneu dans le caleçon. Bah évidemment. C'est délicieux. Bref, c'est aussi ça le sport en ruralité. C'est aussi ça C'est aussi ça. Oh, quel plaisir. Très belle anecdote, merci. Bah écoutez, je vous la laisse. Je vous l'avais pas dit, mais je vous la laisse. Toujours mieux que dans l'évier d'Ultia. Ah oui, la fois où j'ai... Et donc, il faut savoir que ce bouquet d'orties était dans l'évier d'Ultia. C'est ça qui est fou. Donc en fait, j'étais accroché à une touffe d'herbe, le cul au-dessus de l'évier, et il y avait un bouquet d'orties. L'enfer. Et en fait, c'est ça l'anecdote originelle de la fois où j'ai chié dans l'évier d'Ultia, bien sûr. La boucle qui n'en finit jamais, tu sais. Bref, revenons à Alexandre Le Goat avec sa carte de course d'orientation. Et il y a aussi d'autres indications, pareil, comme la densité de végétation. Quand c'est blanc, Ouais, la densité, ouais. qui est peu dense, qu'on peut traverser très facilement, et plus c'est vert comme là par exemple, et plus la végétation est dense, donc difficilement traversable. Ensuite, on peut s'aider des courbes de niveau qui sont brun orangé ici. Il fait de la CO, quoi. Ouais, avec ma compagne, on a essayé de... Bah ouais, il est en tenue longue, il sait, lui. Il sait que s'il était en shirt de gros kiffeur, et ben il se ferait griffer par les ronces. Et oui. De créer le club pour pouvoir pratiquer la CO. Vous avez créé le club tous les deux? Ouais, au départ, c'était une volonté de tous les deux. Après, pour créer un club, il faut être 3. Alors, secrétaire, trésorier, président, ouais. Donc, on a Qui était le troisième? prospecté, on a cherché des gens. Il y a au départ un voisin qui nous a aidés. Après, faire la course d'orientation, créer un club de course d'orientation, il faut quand même être un gros kiffeur. Hein. Parce que la course d'orientation, c'est quand même... Alors, il y en a des sports de niche, mais la course d'orientation... Vous connaissez des gens qui font de la course d'orientation? Moi, dans ma vie, hein, IRL, j'en connais un seul. C'est quand même... Il se prépare pour Koh-Lanta, mais tu sais que c'est ça. Hein. Ah, franchement, les gens qui font de la course d'orientation sont des Pokémon rares. Hein. Et après, une fois qu'on a lancé le truc, on a eu des adhérents et là, maintenant, on a une bonne base de licenciés. J'ai un peu du mal à me faire un portrait robot du licencié de course d'orientation. Satisfait autant que la CO. Parce que... Tu sais quoi, il a une tête à faire de la course d'orientation. Lui, tu sens qu'il est hors cadre. Tu sens qu'il aime faire. Il est hors cadre. Tu sens qu'il aime pas être dans un terrain. Non, il faut qu'il soit dans un endroit. Il faut pas qu'il y ait de route. Tu sens qu'il a envie d'aller dans les chemins creux. Tu sens qu'il a envie de franchir un buisson. Qu'il a envie de sortir des sentiers battus. C'est sûr. Le trail, la course à pied, tout ça, c'est des choses que j'aime bien. Hein, mais c'est vrai que... Il y a SD Nova, par contre, je fais que pause, c'est insupportable. Il y a SD Nova qui est dans le chat. Le man, il est bloqué au lycée, en fait. Je pense qu'il est full nostalgique du lycée. L'aspect ludique de la CO me manquait aussi. De chercher des balises en forêt, l'aspect aventure. Mais bien sûr. Que je trouve les balises oranges. J'avais gardé une image très scolaire de la course d'orientation. Et en fait, il y a des compétitions européennes ou mondiales. Mais oui, c'est vrai. Ah ouais, allez, ça va se finir au spinel. Mais comment tu veux filmer une compétition de course d'orientation? C'est assez cool à regarder d'ailleurs, c'est un mélange de trail et de stratégie. J'aime bien les voir galérer pour se repérer sur une carte. Oh, le moment est fou. Hyper humain, je trouve. La CO, la course d'orientation, ça prend bien dans les pays scandinaves. Mais comment tu veux filmer ça? C'est impossible de filmer de la course d'orientation. Genre, le nombre de caméramans qu'il faut, c'est... Mais Lucas me disait que c'était un peu plus dur en France. Il m'a parlé de ses difficultés à attirer du monde. Après, mon sport, qui se pratique en milieu rural déjà. C'est un sport qui se pratique majoritairement en forêt, donc ça reste un sport qui est quand même confidentiel, on le trouve pas partout. Mais c'est vrai que quand on a un sport un peu à la marge confidentiel comme la CO, c'est dur d'en sortir. On aimerait bien accueillir des jeunes, mais c'est vrai que c'est un... Ouais, déjà, comme c'est pas un sport qui est très connu, qui est pas médiatisé... Après, course d'orientation dans Paris, on se régale. Hein. Toujours l'image aussi de sport de grand-père. Dans des bars douteux, tu dois aller poinçonner, c'est exceptionnel. Il y a un nombre stable de licenciés à la fédération qui est autour de 2000 licenciés. Ouais, 2000 licenciés, c'est pas énorme. Pas forcément un sport qui est accessible, qui est à des endroits fixes. Donc c'est vrai que pour des parents qui doivent emmener leurs enfants au sport, avoir un lieu de rendez-vous qui change tout le temps, ah ouais, tu forces. qui est assez éloigné du domicile, tout ça, c'est pas forcément pratique. Comme je disais, ouais, c'est une discipline qui a beaucoup d'atouts pour des jeunes hein, et qui peut être très intéressante à pratiquer pour des ados ou des enfants. Alexandre, tu me le vends pas très bien. Alexandre, désolé, la course d'orientation, tu me le vends pas très bien. Désolé, j'ai connu meilleur marketeur sur la discipline quand même. Idyllique de la ruralité, il va falloir donner un peu de nuance.
Déjà à l'image des campagnes où la majorité des gens est agriculteur et archi fausse, moins de 5% des ruraux le sont. En réalité, on retrouve évidemment une diversité de profils, mais si on veut ressortir une tendance, c'est une surreprésentation des métiers de service à la personne, des soignants, des auxiliaires de vie. Parce que ce qui est vrai, c'est que ces territoires y vieillissent. Ça nécessite souvent de l'aide médicale. L'autre réalité, c'est que ces territoires se dépeuplent peu à peu également. Je me suis demandé si ces caractéristiques avaient eu un impact sur les pratiques sportives. Pour le vérifier, il fallait se plonger dans les statistiques des licenciés sportifs. Ce graphique montre l'évolution du nombre de licences dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains. Évidemment, l'année 2020 marquait un énorme coup d'arrêt, mais on peut voir quelques tendances. S'il y a effectivement plus de licenciés en ville, il y a aussi plus d'habitants. Donc je modifie le graphique pour avoir le nombre de licences pour 100 habitants, et on peut voir qu'il y a globalement autant de licences dans les deux périmètres, mais que depuis 2017, les urbains décrochent. La croissance des licences est portée par les ruraux. C'est notamment grâce à la vitalité de certaines fédérations, comme celle d'aviron, de triathlon ou de vol en planeur. Comment ça, mon ref? Comment ça, le vol en planeur? Oh, ça, c'est niche, hein. Autant le triathlon, ça, ouais. Il y a mes gros kiffeurs d'Ironman, là, qui aiment faire du triathlon. Mais alors, le vol en planeur, ça, c'est très inattendu, hein. Mais c'est quoi comme sport? Ouais, je vole en planeur, ouais. Bah, je décolle. Et ouais, j'atterris, quoi. Les stats sur le nombre d'équipements, sur le nombre de licenciés... Ça ressemble à quoi tes 2 heures de cours de planeur par semaine? Tout. Il faut aussi souligner que de nombreux clubs ferment. De nombreux villages avaient 2 clubs de foot il y a 50 ans, un club laïque et l'autre non, et aujourd'hui il n'y en a plus qu'un. Il y a une grosse tendance vers une incitation au regroupement de clubs. Ah, moi c'était ça, hein, quand j'étais jeune, c'était regrouper les clubs. Dilemme. Comment vous donner envie de cliquer sur cette vidéo sans aller dans les clichés du monde rural que j'essaye de dénoncer? Parce que des bénévoles m'ont parlé d'un numéro de l'équipe magazine qui les avait touchés personnellement. J'ai pu le retrouver sur internet. Ça parlait des SALC pour sport à la con. Des sports atypiques, souvent représentatifs d'une ruralité. Ces bénévoles n'avaient pas trop goûté du second degré, alors que dans le fond, les articles sont bien. Ça montre bien que pour un magazine ou une vidéo YouTube, il faut savoir donner envie. Donc je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop clickbait, racoleur. Moi, ce que je veux montrer, c'est la diversité des pratiques des milieux ruraux. Oh, le molki, sport de con. Désolé. Justement, je vais prendre le train pour Aix pour voir quelque chose de spécifique aux sports ruraux, le côté extrême. Enfin, c'est ce que je croyais. Il y a quelques semaines, pour illustrer le côté extrême des sports ruraux, ah mais je oui, tombais sur ces vidéos d'Alban. Vous inquiétez pas, je vais sauter, hein. Mais je le suis, lui, putain, depuis pas longtemps. Allez, maintenant. Il aime le kiwi, lui. Allez, ok. 3, Il me fait trop rire. 1, et j'adore le kiwi. Eh ouais, c'est le mec des kiwis. Il est trop drôle, lui. 3, 2, 1, et j'adore le très gros kiwi. Waya. Il me fait trop rire avec ces images. Oh, mais c'est des malades. Oh là là, le base jump, c'est un sport de fou. Hein. Oh là 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 là. Alors ces histoires de kiwi, ça m'a fait rire. Je l'ai contacté, on s'est fait une petite randonnée à Aix pour parler de sa pratique. C'est quand même un sport un peu d'abruti, quand même. C'est-à-dire que c'est quand même un sport qui... C'est vraiment sauter dans le vide, et c'est courir vers le vide. Voir si on pouvait sauter. C'est fou. Là, ce que tu vas faire, c'est légal? Ouais. En France, tout ce qui est saut hors parc naturel ou quoi, c'est légal. Et si t'atterris chez un mec? Eh ben, bon déjà, il n'y a pas de raison que j'atterrisse chez un mec parce que j'aurais prévu à l'avance où est-ce que je vais atterrir. Puis si jamais il m'arrive je un truc perdrais. extrême, Oh là là, je vais c'était horrible. m'excuser. En général, les gens, ils sont gentils. Hein. À la limite, tu leur offres un truc, 2 jours après, tu ramènes une bouteille de vin. Ouais, t'atterris chez un gars. Puis voilà. Ouais, c'est Je drôle. dis on, mais c'est une façon de parler. Il y a que lui qui va sauter. Si t'as rien qu'à Et encore pour l'instant, il y a trop de vent. Et justement, j'ai bien aimé sa mentalité de se dire qu'au pire, ça ferait juste une petite randonnée et que le saut, au final, c'est du bonus. Ouais, c'est ça. Moi, je kiffais la montagne. Donc, l'objectif, c'était vraiment pouvoir aller passer du temps en montagne. T'avais vraiment les 2 plaisirs de pouvoir sauter dans le vide, de pouvoir faire ta randonnée avec tes potes, tu vois. Plus le saut il est gros, plus ça veut dire qu'on a marché souvent. Bah oui, Ouais, puis il y a une réalité, c'est quand même... Il regarde avec ça dans son truc. Il y a une réalité, c'est qu'aussi, quel plaisir dans la montagne, une fois que t'as fait le chemin aller, de pas te taper le chemin retour. Désolé, mais c'est le gros point fort du base jump. C'est que c'est vrai que dans la montagne, c'est trop cool quand tu fais le chemin aller et que t'arrives jusqu'en haut, mais quand tu dois te taper le retour... Ok, c'est de la descente, mais t'as déjà vu, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment banger de se dire que tu peux juste sauter. Et voilà. Et t'es arrivé au parking. Nickel. Si tu kiffes pas cet aspect-là, ça sert à rien de faire du base. Hein. Le base. Le base. Le base jump. Le base jump. Ah, c'est pas du base c'est un jump? acronyme, c'est pour définir les objets qu'on peut sauter. Donc le B, ça veut dire building. Le A, c'est Comment ça, pour les building? antennes. Le S, c'est pour span, pour les ponts. Et le E, c'est pour earth, donc toute la terre. Le reste, les falaises, les arbres. Oui, donc vraiment, on peut donc partout, en fait.
Là, on est plutôt sur une falaise, ouais. Comment elle s'appelle? La Sainte-Victoire. Sainte-Victoire à Aix. Yes. Alors tu vois, ça du coup, ça c'est le stage back, ça c'est le petit sac qu'on prend pour aller sauter. Un petit casque pour éviter de se faire mal. L'objet principal, Le parachute. le parachute. J'ai juste à bien mettre ma sangle de poitrine là. C'est Hop, tout? Comme ça, hop. Ah ouais. Je serre tout, clac, clac, clac. Ouais. Et là, tu vois, je suis équipé. Ok. Je peux le c'est- faire vite, mais on le fait pas vite. On le fait pas vite parce qu'en gros, je vérifie que celui-là, il est bien attaché. Clac. Et tu vois, ça, c'est déjà un... Tu vois, c'est déjà un petit Ouais. parachute comme ça. Je Tu vois. suis pas un mec assez rigoureux pour faire ce genre de sport, je pense. Tu sais, il faut bien prendre soin de ton équipement, qu'il soit bien plié, que tu aies bien vérifié tout. Je suis pas assez rigoureux. J'aurais oublié un truc, tu sais, j'aurais pas vérifié. Il y a un truc que j'aurais oublié. Tu sais. Je suis pas assez rigoureux. Laissez-moi avec des chaussures que je lave pas et puis c'est bon, ça ira. Merci. Donc ça prend l'air, avec l'air, et boum, ça vient tirer. Là aussi, j'ai une petite poche, dedans, j'ai un couteau, j'ai une corde. Si t'atterris en terrain ennemi, quoi. Et voilà, bah déjà, ouais, si t'atterris dans un arbre... bah, si C'est sûr qu'il faut être bien préparé. La sécurité, moi, c'est la première chose qui me vient à la tête quand on parle de sports extrêmes. Et le base jump est souvent cité comme le sport le plus dangereux. Il y a même une liste qui recense le nombre de morts chaque année dans le monde. Autour de Oh, le base fatality list. Oh, waouh. Ouf, c'est dur. 20. Là, on voit le nombre de Français. Bah, la plupart des erreurs, c'est des prises de confiance, en fait. Ouais. Où les mecs, tu vois, ils prennent la confiance, ils se disent, bah là, les conditions, elles sont pourries, tu vois. Mais ils l'ont fait une fois dans des conditions pourries, donc ils se disent, bah je vais le refaire, ça passe, tu vois. Alors qu'en fait, ça passe pas. Ou alors des mecs, comme je te dis, qui se disent, bah vas-y, je vais faire un backflip, je vais le faire direct de la falaise. Ouais. Bah en fait, tu lis la liste, tu vois qu'il y a déjà 3-4 mecs qui sont morts avant, parce qu'ils n'avaient pas l'entraînement, ils n'avaient pas l'expérience pour le faire, tu vois. Pour que les gens, ils ont envie de Oh, faire ce qu'ils les veulent, tu vois. images. Si le mec, il a envie de faire un double backflip, il en a jamais fait de sa vie, bon bah il le fait. Après, j'ai pas envie d'être là quand il le fera, tu vois. Donc tu dirais que le danger, ça définit pas forcément la pratique, quoi. Non, carrément pas. Il y a des gens qui ont vraiment une Ouais, il est droit dans ses bottes hein, de nous dire non, non, ça définit pas la pratique. Mec, le principe de se jeter dans le vide, ça définit pas la pratique? Ça définit pas une certaine forme de danger? Ouais, mais le danger, il est partout. Tu peux te faire renverser en traversant la route. Oui, bah, d'accord. Oui, bah super. Bah à ce niveau-là, en me levant de mon lit, à la limite, je peux peut-être tomber, quoi, peut-être. Je peux peut-être me fracturer le crâne en tombant et hop, mourir, évidemment. Évidemment. Quel flexeur. pratique vraiment ultra safe. Et c'est souvent les gens qui perdurent le plus. C'est une pratique ultra safe. Il y a des gens qui ont vraiment une pratique vraiment ultra safe. Pardon, des gens qui ont Et des c'est pratiques souvent ultra les safe. gens qui perdurent le plus. Ce qui est dur à faire dans le base, en C'est-à-dire vrai, des gens qui c'est d'arriver perdurent à le en faire plus. long. C'est-à-dire. En fait, le truc, c'est que, comme pour moi, je vois ce sport un peu en binaire, c'est 0 et 1. C'est soit tu réussis le saut, soit tu rates et tu meurs. Donc pour moi, quand tu perdures, c'est-à-dire que t'as conscience qu'un jour, il y a une date de péremption sur ta manière de pratiquer ton sport, quoi. On essaye d'avoir toujours des grosses marges. Mais Ou bon, ceux qui après, meurent la pas, mort, quoi. elle est là. On sait que ça fait partie du jeu aussi, mais c'est évitable. Toutes les morts sont évitables. Et c'est comme tu verras, tu vois, moi j'ai des petits rituels avant de sauter, où je me remets un peu tout en tête, tous les incidents qu'il peut y avoir. Je me les revisualise. Si ça m'arrive, genre quand je saute, le fait d'avoir tout repassé dans ma tête, c'est comme si je l'avais déjà revécu. Ouais. Donc mon corps, tu vois, il va, ça va être réflexe, tu vois. Au final, le vent s'est calmé et il a pu sauter. J'ai envie qu'il saute vite. Parce que j'ai peur. Pour lui. Oh là là. Ah ouais. T'as un mec que tu connais qui saute en face de toi, c'est terrifiant. J'ai des vertiges tout seul. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh là là. 3, 2, 1, et j'adore. Bah pourquoi c'était accroché là? C'était un petit challenge pour moi cette montée. En fait, je me suis Pourquoi? C'est normal? Pardon, hein, j'étais... Mais quoi? C'était un petit challenge pour moi cette montée. En fait, je me suis fait les croiser il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pour engager le maintenant, parachute. Ah ok. Ce qui a pas mal compromis cette vidéo. Globalement, il n'y a pas besoin de marcher pour filmer du foot ou pour le sport qu'on verra juste après. Mais pour cette journée, il fallait tenir la caméra d'une main, un bâton de l'autre. Donc je me suis bien musclé les jambes pour encaisser cette montée. Mais le pire, certains sans doute, c'était plutôt la descente. Alban, lui, ça a pris 20 secondes, moi plutôt 1h30. Ah bah tu m'étonnes À la le fin, pauvre. il faisait nuit et en plus, j'allais louper mon train. Oh Coco. Et moi, je suis cuit. Je suis cuit. Eh bah merci pour la vidéo en La tout cas parce qu'elle est descente, là. exceptionnelle. C'est terrible. Et ouais, j'aurais dû faire du base jump. Pour déplier, je pense que ça doit être ça. Descente.
Je déteste. Bah ouais, c'est trop bien le base jump pour ça, c'est que tu descends et ça y est. Sacrée aventure. En intro, j'avais mis de côté le terme de sport, ça semblait assez évident. Mais pour les milieux ruraux en particulier, on va devoir revenir dessus. C'est quoi faire du sport? Il faut distinguer deux choses, le sport de l'activité physique. Faire du sport, c'est cadrer son activité, aller à l'entraînement, aller à la salle. Il y a une finalité qui peut être la compétition, la performance ou le dev perso par exemple. L'activité physique, de l'autre côté, a une définition bien plus libre. On va dire que c'est juste l'activation de muscles. Et dans les milieux ruraux, souvent on dépense de l'énergie sans faire de sport. 30 minutes de vélo pour aller au collège, rénover une grange, 20 minutes de marche pour aller à l'arrêt de bus. On retrouve évidemment ces caractéristiques en ville. Faire 3 changements de métro, ça peut être assez intense. Mais globalement, retenons qu'en ville, la pratique est souvent plus encadrée, avec des objectifs de performance, et plus diffuse, organique en campagne. Il y a d'autres particularités du sport rural. Les pratiques sont plus régulièrement transmises. On y fait plus facilement le même sport que ses parents. Mais surtout, Bah c'est ouais. souvent la gestion de l'association Sur la entière cause-orientation, qui va quoi. se transmettre dans la famille. Et le club, justement, il joue un rôle primordial dans la sociabilité des villes et des villages. Il va rythmer l'agenda de tous les habitants de la ville. Les joueurs se retrouvent aux entraînements en semaine, ça prend des coups avant de rentrer, puis le week-end, ce sont les tournois de jeunes, les barbecues, les troisième mi-temps qui vont attirer du monde. Bah ouais, C'est tu souvent le seul m'étonnes. événement de la semaine dans le village. Quelques fois par an, c'est la fête. Un plus gros tournoi transforme le centre-bourg et vient fédérer les villages aux alentours. Cela marque la fin de la saison. Cet aspect convivial, c'est aussi un vrai marqueur du sport rural. La pratique se caractérise par un aspect moins compétitif, mais plutôt tourné vers une pratique de loisir. C'est évidemment pas une vérité générale, il existe des rivalités, mais on observe une plus grande part de pratiquants tournés vers le bien-être ou la sociabilisation. Et souvent, les critères financiers pour jouer en régional ou en national excluent de fait les petites villes. Donc s'il y a de la Et puis compète, c'est vrai il y a- qu'en vrai de vrai, en campagne, je trouve que. Comment dire? C'est vrai que quand tu vis à la ville, tu peux plus facilement aller au bar. Tu sais, tu descends de ton appart, tu vas à pied au bar, c'est à 5 minutes, 10 minutes à pied de chez toi, et du coup, c'est facile de retrouver des gens. C'est vrai que quand tu es à la campagne, il faut tout de suite que tu prennes ta voiture, que tu bouges à un endroit, que machin. Du coup, tu as moins de lieux pour te retrouver, et le sport, ça fait partie des rares lieux, je trouve, où tu te retrouves. Notamment quand t'es jeune, parce que quand t'es jeune, bah. Pour ça, moi j'avoue, enfin, le sport pour moi ça définit vraiment un Marqueur lieu du sport, très, très social et fort, quoi. J'avoue. Sauf en Bretagne, bien sûr. Merci beaucoup Xofen, merci pour le 43e mois. Tu veux dire que les coins paumés sont paumés? Oui, mais ce que je veux dire surtout, c'est que là où il dit que le côté social est vrai, ben j'étaye un peu son propos. C'est que oui, c'est plus, c'est le côté social est plus fort parce que il est l'un des rares moments de sociabilité. plus petite échelle. Il faut aussi noter que les femmes font moins de sport dans les milieux ruraux. Un gap se creuse à l'adolescence où il n'y aurait pas de discipline adaptée. Bah ouais, il y a moins de clubs féminins Pour aussi. cette Ouais. vidéo, j'ai créé un petit algorithme et je pense que ça pourrait vous être utile. Il réalise le diagnostic sportif et démographique d'une commune. On va faire un petit marché. Vous mettez le nom d'une commune dans les commentaires et je vous ferai un petit diagnostic. Est-ce qu'elle est rurale? Est-ce qu'elle est urbaine? Ah, je suis chaud. C'est quoi le sport avec le plus de licenciés, etc. Ça vous permet d'avoir quelques stats et moi de promouvoir la vidéo. On y retourne. Ah J'espère punaise, mais alors là tu me régales. Je le ferai à la fin. trouver des commentaires d'un peu partout en France parce que le sport rural, il est divers et multiple. Chaque territoire a son histoire, ses coutumes et même ses Oh, mais ça c'est du palais breton, putain. Oh l'arbre. disciplines sportives. L'aspect culturel, c'est un élément hyper important du sport rural. Et là, justement, je me rends à un événement de sport traditionnel normand. Initialement, le but de cette On va arrêter la vidéo maintenant, mesdames et messieurs. Cette horrible région qu'est la Normandie, avec leur sport abominable. Je pense que la vidéo était très bien jusque-là. Je pense qu'il est temps désormais de couper court. vidéo, c'était de tester plein de sports. Mais comme j'étais blessé, j'ai fait appel à mon pote Victor pour jouer à ma place. C'est pas vrai. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Aïe aïe aïe. Pendant ce temps, j'ai Qu'est-ce pu que c'est parler que à ce sport Pascal qui se bat pour préserver les sports normands. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient issus du monde rural. Et je me rappelle, ma mère, elle me disait souvent Pascal, regarde ce que tu vois là, tu ne reverras pas. Quoi. Des choses, le travail, croyance un peu, et puis le jeu. Regarde ce que tu vois, tu ne verras pas le travail. Parce que maintenant le travail a disparu. Parce que maintenant, oh là là, Stéphane, où on va Stéphane? Où on va avec... Parce que tu vois, les gens travaillent plus. Les gens... Oh là là, Stéphane, la valeur travail a disparu. Oh là là, Stéphane, tu t'égares. Tu t'égares, mon Stéphane. Quoi, aussi.
Ça, c'est ça qui me plaisait peut-être le plus d'ailleurs, c'était le jeu. Il m'a expliqué les caractéristiques d'un sport traditionnel. C'est son ancrage local. Ces jeux-là se pratiquent pas ailleurs, quoi. Et il y a une continuité dans la durée, quoi. Au moins 100 ans, 200 ans. Ouais, c'est la diversité, je trouve, qui est intéressante quand même. On a pu observer cette diversité en jouant à des jeux de plateau, des jeux de palais, mais aussi à des sports collectifs, notamment la choule. Ouais, la choule, c'est un sport ancestral normand. Donc c'est une équivalence du hockey. On voit bien, on a une crosse, une balle, 2 buts. On joue à 4 contre 4 avec demi-temps de 10 minutes. Et l'objectif, c'est de marquer un but. On peut marquer des deux côtés. On est une bande de copains, on est 13 personnes aujourd'hui. On a inauguré un terrain cette année. C'est le premier terrain de choule officiel du monde. Il y a un championnat en Normandie que vous avez gagné, il me semble. Ouais, on est les triple vainqueurs. Ouais. Et, Triple vainqueur de ce championnat composant 4 équipes. Après, le principal, c'est vraiment de prendre du plaisir, de rencontrer d'autres personnes, d'autres régions, se déplacer. Ah, c'est drôle la choule. En Angleterre, il y a un an, on a été invité par l'équipe d'Oxford. En Angleterre, ils font du shinty. C'est pareil, c'est une crosse, une balle, sauf que le terrain il est plus grand, les buts sont plus grands. Mais c'est la même origine en fait. Moi, ça m'a pas mal surpris. Chaque région a ses propres traditions, ses propres sports. Mais au lieu de jouer chacun dans leur coin, les pratiquants de sports traditionnels le Gouren, bien sûr, mesdames et messieurs, s'ouvrent aux autres et se rencontrent. Donc la Picardie et la Bretagne, quand on fait la rencontre interrégionale, ils se mettent aussi à essayer aussi nos jeux et nos sports. Puis eux, ils nous font découvrir leurs jeux aussi régionaux, quoi. Ça a l'air un peu violent aussi, vous avez des protèges tibia. Chouler, ça veut dire bousculer. Ok. Donc c'est pour ça qu'on peut se mettre des coups d'épaule. Après, les protèges tibia, c'est avec la crosse, on peut être maladroit et tirer dans les bien sûr, tu envoies des grains coups de choule là. Ouais, dans les tibias et dans la tête aussi, on a assisté à un petit accident sans conséquence, vous en faites pas. Les événements de sport traditionnels, c'est souvent... C'est vrai que là, la choule pleine gueule... Dans les tibias et dans la tête aussi, on a assisté à un petit accident sans conséquence, vous en faites pas. Oh, le plaisir. Les événements de sport traditionnels, c'est... le plaisir. Souvent en lien avec des artisans, des producteurs locaux. On a pu... Bah ouais, mais ça c'est tout de suite. Désolé à la VAR. Désolé, je revérifie ça à la VAR, mais... On a assisté à un petit accident. Bah ouais, contact tête, tout de suite, c'est carton rouge. C'est carton rouge direct, y a pas de discussion. Préservé. Ouais, dans les tibias et dans la tête aussi. Bah ouais, on va le voir, bien sûr. Gérard qui perd complètement le contrôle de la crosse et qui vient directement la loger dans la mâchoire de Fred, dans l'au-dessus de l'arcade même, on pourrait dire. Fred finit complètement KO. Sans conséquence, vous en faites pas. Il s'est incomplet. Les événements de sport traditionnels, c'est souvent en lien avec des artisans, des producteurs locaux. On a pu profiter de la Normandie. Damien, il s'appelle, pardon, Damien. Sa splendeur, on va dire. Protocole commotion. Finalement, on a retrouvé le beau temps et la journée s'est terminée par une partie de grande choule. Oui, alors bon. Effectivement, la Normandie est une région en retard, bien sûr, même je dirais une région échouée de notre hexagone. Finalement, et donc effectivement, ils n'ont pas encore découvert le football. Et donc c'est pour ça qu'ils y jouent. Ils s'appellent ça la grande choule, mais dans 15-20 ans, on leur expliquera que ça existe déjà. Trouvé le beau temps et la journée s'est terminée par une partie de grande choule. Et c'est, on peut le dire, l'ancêtre du football et du rugby. On se faisait des passes, donc célibataire contre marié, ou alors village contre village, tout le monde mélangé. Et le but du jeu, c'était de récupérer la balle, bien sûr, et de la ramener. C'est comme la soule, quoi. Ou soit chez soi. Oui, c'est comme la soule. L'espace pouvait être immense. C'est ouf ces images de choule. Sur une place de village, mais ça pouvait être la campagne environnante sur plusieurs villages. Et la durée, c'est par-dessus la maison. Ça durait 2 heures, une après-midi, mais ça pouvait durer 2 ou 3 jours. Quoi. Ils traversaient la campagne, les rivières, c'est la soule. Les mares, puis avec tous les aléas que ça pouvait entraîner. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Les noyades, les blessures, les dégradations. Au bout d'un moment, il y a eu des interdictions. Bah ouais, tu m'étonnes. Interdiction aux gendarmerie, du clergé. Interdiction de chouler. Interdiction de chouler, ouais, carrément. Ouais. Puis là, on a vraiment les témoignages. Hein. Et en fait, c'est surtout parce qu'il y a eu des interdictions. J'aime bien. À la fin du 19e siècle, qu'on a beaucoup de témoignages. Grâce aux interdictions, on a des... Bah voilà, on a des lettres, des affiches. Voilà, c'est terrible. Et aujourd'hui, l'intérêt pour le patrimoine local et donc les sports traditionnels serait moins important. Voilà, il y a tellement de possibilités de se divertir que des fois, les gens passent à côté des fois de ce qu'il y a de local ou de régional. Hein. On est dans une période où tout ce patrimoine, il perd, il s'en va. Et des fois, il s'en va sans qu'on le sache, quoi. C'est ça qui est c'est ça qui a les sports un peu disparus, quoi. Comme le matériel, quoi. Donc on est un petit peu, c'est un petit peu dans le dur, moi je dirais un petit peu, ouais. Oh Stéphane, il faut rester positif, hein, après. Oh Stéphane, bon, mon maintenant, Steph. on parle un peu du futur. Il y a des Steph. risques pour l'avenir du sport dans la ruralité. On l'a dit, ces espaces, ils vieillissent. Ils peinent à garder leurs jeunes. Ça se ressent chez les bénévoles.
De plus en plus de clubs galèrent car ils n'ont plus de personnes qui s'y impliquent. De nombreux événements doivent être annulés et des clubs disparaissent. On demande aussi aux bénévoles de gérer de plus en plus de choses. Des papiers, des normes, la sécurité des spectateurs. Tu vois, à la date de là, aujourd'hui, je ne sais pas si je serai encore président dans un mois. Je ne sais pas. Mon docteur, il me dit, ouais, oui, tu stresses, t'es angoissé. Il me dit, c'est pas le foot des fois. Bah, je dis, non, je m'en fous. Je m'en fous pas, c'est pas vrai. C'est dire mes enfants qui me disent, La santé. papa, au niveau santé, tu devrais lâcher tout ça. Alors. Il y a quelque chose qui s'est brisé en 2020 quand on a demandé au président de club de vérifier les passes. Pour beaucoup de bénévoles, ça a été une rupture. En gros, on leur a demandé de vérifier eux-mêmes une politique. Peu importe ce qu'on en pense, c'est vraiment pas le sujet ici. Localement, ça a pu créer beaucoup de tensions et d'incompréhension. Ah ouais, D'un c'est côté, clair. on a un État qui s'efface de ses territoires. Les différents services disparaissent peu à peu pour se concentrer dans les villes. De l'autre, on demande à des gens qui sont venus s'impliquer de leur temps de vérifier une mesure. Bah ouais, tu fliques quoi, t'es en mode bon. S'inquiéter des baisses de budget pour le sport dans les milieux ruraux. J'étais assez surpris parce qu'au final, ça n'inquiète pas beaucoup les présidents que j'ai pu rencontrer. Les petits clubs dépendent moins de l'argent public. Ils n'ont pas de salariés. Pas de Alex, coach à payer ou pas de longs trajets à faire. Alex, il a pas d'enjeu, moi, Ils Alex. sont globalement autosuffisants. On dit qu'en général, les pratiquants loisirs financent les pratiquants compétitifs. Sans compétition majeure, le club peut continuer à tourner. Si les clubs disparaissent, ça sera plutôt par perte de bénévoles ou de pratiquants. Du coup, le sport rural doit évoluer avec son public. C'est pas très sexy, mais si ce public vieillit, il faut pouvoir lui parler. Ça pourrait passer par le sport santé, des pratiques moins tournées vers la compétition, mais plutôt sur la qualité de vie. Pratiquer en groupe, pratiquer dans les espaces naturels. C'est un enjeu hyper important, notamment à cause de la désertification médicale. Pratiquer dans les espaces naturels. Mon rêve d'aller mettre un énorme placard à Gisèle, d'arriver en travers, énorme plaquage de trésiste, je viens l'éteindre, Gisèle déconnectée, et hop, je viens gratter le ballon. Ça, c'est Gisèle en larmes. C'est un enjeu hyper important, notamment à cause de la désertification médicale. L'activité physique reste une des meilleures préventions. Il y a aussi les néo-ruraux qui apportent de nouvelles disciplines. Ouais. C'est un peu cliché, mais c'est une réalité qui... Ouais, nous on fait de la méditation thaïlandaise. Bien différent, bien loin de tout système. Voilà, nous c'est plus Asie du Sud-Est, on adore. Ouais. Ah, c'est top. peut renouveler les pratiques. Pour répondre à la problématique des équipements, je me suis entretenu avec la Fédération nationale du sport en milieu rural, qui a notamment mis en place le mobile sport pour faire venir la pratique aux habitants. Pour finir, prenons un peu de recul. Les villages d'il y a 50 ans avaient de nombreux lieux de sociabilisation. Des usines, des bistrots, des écoles, des commerces ou encore des lieux de culte. La plupart de ces lieux ont fermé ou ont perdu de leur influence. Maintenant, la sociabilisation se fait majoritairement en privé ou en ligne. Mais grâce aux milliers d'associations, de bénévoles et de pratiquants, le sport rural a su préserver cette proximité et peut venir combler ce manque. Alors faites du sport, allez aider les bénévoles et à la prochaine. Laisser disparaître une culture, ce serait dommage, quoi. Faut essayer de la transmettre, peu importe la manière, faut le faire, quoi. Banger. Bon, c'était le plus gros projet de la chaîne. Il aurait pas pu exister sans l'aide du CNC. C'est notamment ça qui m'a permis de travailler avec banger. Soline, qui a fait toutes les animations, le village qu'on a vu plusieurs fois pendant la vidéo. Vous pouvez aller voir tous ces liens dans la description de la vidéo. Bah Sinon, bravo, il y a plein de franchement bravo en tribune, une petite chaîne qui monte et qui est superbe, je peux que vous conseiller d'aller voir, je peux vous remettre le lien de la vidéo. Bravo, franchement juste allez-y, c'est très très quali, moi j'aime beaucoup son approche. Et il a vraiment raison sur le côté, tu vois, bénévoles qui prennent plus de temps. Moi quand j'étais dans mon club de judo, c'est vrai que j'avais 20 berges et je me retrouvais, et c'est vrai que des fois je passais des week-ends à aller emmener des jeunes, tu vois, en compète quoi. Et c'est vrai que t'es obligé de donner ton temps et tu dois faire vivre les clubs, tu peux que le faire comme ça quoi. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de passer mon samedi à aller emmener les plus jeunes du club, à aller les coacher au judo, à aller les... Donc ouais, donc ça qui est cool. Demande les stats pour ta ville, punaise, c'est vrai. Vous avez raison, je vais faire ça tout de suite. Hop là, ma petite ville là. Hop, vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent tac. Pour mon petit club, tac. Hello. Bravo pour la vidéo. C'était super intéressant.
Et courage à Alexandre et son club de CO, bien sûr. Voilà, il est super intéressant. Et courage à Alexandre pour son club de CO. Je suis chaud d'avoir des informations sur ma ville, Plouhinec, dans le Finistère. Finistère. Voilà. C'était pas Lucas. Ah, c'est Lucas? Ah, c'est Lucas, my bad. Ah, c'est Lucas, vous êtes sûr? Je crois que c'était... Le man s'appelle Lucas. Ok, Lucas et son club de CO. Je suis sûr d'avoir des informations. Pour le coup, hop là, tic tic tic. Je suis chaud d'avoir des infos sur ma ville, Plouhinec dans le Finistère. Allez. Heureusement qu'on suit, hein. Punaise, heureusement qu'il y en a qui regardent vraiment la vidéo. Allez, je commente, et bim, et ça part. Et évidemment, je like mon propre commentaire. Évidemment. Mais très très cool cette vidéo, elle est vraiment super. Et même la chaîne, de toute manière, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Est-ce qu'il tient ses engagements? Est-ce qu'il répond vraiment aux gens qui... Putain, il n'y a personne qui a demandé ça. Ceintion, super vidéo. Le Thor STP. Ok, il n'a pas répondu. Ok. T'es abonné en plus, c'est cool. Ah punaise, je suis pas abonné, réel. Réel. Cool. Mais ah ouais, en fait, en gros, je suis abonné avec l'autre. En fait, en gros, la chaîne Rivenzi, c'est pas le compte, c'est pas mon compte où je consomme YouTube. C'est ça la réalité. Maintenant, je suis abonné, ça va ou pas? Ça va ou... Par contre, il a beaucoup de commentaires. Hein. 864 commentaires, c'est énorme. Hein. Pour une vidéo à 30 000 vues, c'est monstrueux. Hein. Eh bah, dis donc. Eh bah, dis donc. Non, mais en tout cas, bravo. Bravo à la chaîne en tribune. On s'est régalé. Bravo pour les travaux. C'était top.